Je vous avais promis il y a longtemps un stream sur Palantir parce que c'était une news qui était sortie le 15 décembre en effet de Macron qui rempile avec Palantir, donc la DGSI pardon, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui renouvelle son contrat avec Palantir qui est le géant de la surveillance de masse aux États-Unis, dirigé par Peter Thiel qui est un nazi, qui est obsédé par l'antéchrist, bref. Et donc je voulais un petit peu vous en parler pour un petit peu parler de c'est quoi Palantir, un petit peu de quoi on parle et pourquoi c'est un peu inquiétant que Macron ait rempli avec globalement la firme de renseignement et de surveillance la plus puissante en ce moment au monde, dirigée par un mec qui a un projet complètement technofasciste pour le monde entier. Alors, on va commencer par du coup, c'était un article de l'Humanité qui en avait parlé. Le renseignement français rempile pour 3 ans avec Palantir, pionnière du technofascisme américain et financé par la CIA. En parlant de Venezuela, en parlant de surveillance, en parlant de fascisme, en parlant de violence, en parlant de loi du plus fort, en parlant de l'Europe qui ferme sa tronche parce que globalement ils ont peur de ce problème. Palantir. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, a décidé de confier à nouveau ses données les plus sensibles à Palantir, entreprise cofondée par Peter Thiel, pionnier du technofascisme états-unien. S'il y a bien une entreprise qui se fait des milliards avec le terrorisme, c'est Palantir. C'est bien de commencer comme première phrase. C'est vraiment première phrase de l'article. Ah, ils se font de la maille avec le terrorisme, les gens avec qui la DGSI vient de renouveler son contrat. Fondée après le 11 septembre 2001, celle-ci compte parmi ses clients le renseignement français depuis les attentats de 2015. Le prétexte du terrorisme pour étendre son pouvoir et sa surveillance et sa domination sur le monde entier. Le prétexte de la War on Terror, la guerre contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, maintenant, l'invention du concept de narco-terrorisme. Hollande. Sale traître. Et 10 ans après, la DGSI vient de renouveler le contrat pour 3 ans. 3 ans de plus. Le temps de finir le mandat de Macron. Ce lundi matin, le directeur France de l'entreprise s'est réjoui auprès des Échos. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à accompagner dans les prochaines années les renseignements français sur les missions critiques, incluant le contre-terrorisme, mais pas uniquement. Je sais même pas c'est quoi Palantir, je suis un cul, j'ai jamais entendu. Palantir, on va en parler un petit peu. Il y a une vidéo de France Culture. Je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que ça va être un peu basique. Là, pour l'instant, on va être sur le knowledge de base de c'est quoi Palantir, de quoi on parle. Mais c'est une entreprise en gros de surveillance, une entreprise privée qui fait dans la surveillance, le traitement des données, la gestion des data, etc. Mais voilà, du renseignement, etc. Et notamment en effet qui investissent énormément dans l'intelligence artificielle pour faire des renseignements et boostés par l'intelligence artificielle. C'est absolument génial. Le service public français a ainsi renouvelé sa licence de Gotham, logiciel qui permet d'agréger les données de renseignement et de les visualiser. Palantir, société éditrice du logiciel, tire son nom d'un objet magique de l'univers de l'auteur J.R.R. Tolkien qui permet dans Le Seigneur des Anneaux de voir partout dans l'espace comme dans le temps. Le logiciel prétend en faire autant. Oui, c'est l'œil de Sauron globalement. Mais ça c'est la boule de Saruman, ça c'est le truc qui corrompt Saruman parce qu'il est corrompu par le pouvoir, je sais plus quoi là. Ces dernières versions permettent de passer de données satellites aux images de vidéosurveillance, de traduire à la volée des écoutes. L'intelligence artificielle intégrée prétend même prédire les prochains attentats. Comment ça prédire les anciens attentats? Parce qu'en fait, jusqu'ici, quand on parlait de oh là là, le film sur les gens qui prédisent les crimes, etc., et que oh là là, c'est pas bien quand même, il faudrait pas aller jusqu'au fait de prédire les crimes parce qu'en fait, ça pose un gros problème sur l'innocence et sur la possibilité de la prévention et qu'en fait, du coup, si tu... Comment ça? Même prédire les prochains attentats et même les prochains crimes. Minority Report. Puisqu'une version de Gotham adaptée aux forces de police existe aussi. C'est vraiment la vanne numéro 1, même sur le fait d'appeler ça Palantir. Il y a beaucoup un truc chez les technofascistes d'utiliser des trucs de la culture populaire, notamment cyberpunk, etc., où c'est dans le texte du bouquin, du film, etc., que ce truc est pas bien et détruit le monde. Et genre, l'auteur met en garde contre le fait de construire le Nexus qui détruit les mondes parce que ça va détruire le monde. Et t'as le grand dirigeant d'entreprise technofasciste qui dit « Oh là là, il a l'air bien ce Nexus de destruction des mondes !» La CIA est actionnaire de la première heure de Palantir. Problème, Palantir a été fondé par 2 personnalités d'extrême droite états-unienne, Peter Thiel, l'éminence grise du technofascisme, et Alex Karp, qui résumait ainsi son travail devant ses actionnaires. Palantir est là pour disrupter, faire ce que les institutions avec lesquelles nous travaillons deviennent les meilleures au monde, et lorsque c'est nécessaire pour effrayer nos ennemis, et parfois les tuer. Palantir, c'est vraiment un des symboles, on l'a un petit peu aussi avec...
dans une moindre mesure avec SpaceX, Elon Musk, etc. Mais c'est un des symboles de ces nouvelles grandes entreprises de la tech qui ont émergé de la Silicon Valley et qui sont boostées au contrat d'armement et qu'en fait, ils sont totalement intégrés, mais qui sont des entreprises privées intégrées entièrement militaro-industrielles des États-Unis. Et donc, c'est vraiment en fait des entreprises privées gorgées d'argent public dont les fondateurs ont en réalité comme idéologie et comme objectif de remplacer l'État. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu as à la fois une complicité, on va dire, de l'État américain, notamment des dirigeants démocrates comme républicains, de vendre entièrement leur pays en se disant c'est génial, l'entreprise privée, ça fait des super innovations. Et du coup, tu te retrouves avec des Sam Altman, des Peter Thiel, des Alex Karp, des Elon Musk, qui ont une idéologie qui est très documentée, de celle de remplacer progressivement, supplanter l'État, transformer le monde en plusieurs cités, États fascistes, enfin vraiment en mode cyberpunk, tu vois. Et il y a un assentiment des dirigeants des États-Unis de donner leur thune et donc de confier ces capacités-là à des entreprises dirigées par des gens qui ont cet objectif-là, justement, de remplacer l'État, qui ont un objectif politique derrière tout ça, tu vois. Donc c'est vraiment, Palantir, c'est vraiment probablement un des plus flippants, parce que du coup, ils ont entre leurs mains des données de surveillance, des données extrêmement sensibles, des données qui pourraient faire basculer complètement, en fait, n'importe quel pays au monde, quoi. Tu sais, quand il joue à Cyberpunk, il croit que Militech et Arasaka, c'est des good guys. Ah ouais, je te jure. Car Palantir développe aussi l'IA qui commande les frappes de drones de l'armée nord-américaine, actuellement en test en Ukraine. Outre la proximité de ses fondateurs avec Donald Trump, il y a un fort lien entre Palantir et l'État fédéral. La CIA est actionnaire, donc la CIA a investi dans l'entreprise, est actionnaire de la première heure, et quasi tous les services de renseignement et militaires des États-Unis utilisent les outils de l'éditeur. Donc ils ont vraiment toutes les données de renseignement des États-Unis. Genre ils gèrent tout le bail, quoi. Et Macron leur a filé nos données. Macron a rempilé pour 3 ans pour leur filer nos données. Pour utiliser leur super logiciel, parce que c'est... Bref, c'est connu en France, on n'a pas de développeurs pour développer des jeux. Vous vous rappelez quand on se moquait du fait que certaines administrations françaises sont sous Microsoft, et quand même Microsoft c'est pas très sécurisé, et que ce serait bien quand même d'avoir des administrations françaises qui ont d'autres logiciels que Microsoft. Oubliez les logiciels de votre mairie sous Microsoft, on s'en bat les couilles, regardez, il y a Palantir qui file son logiciel au renseignement français. Oui, on est encore sous Microsoft, non mais c'était la vanne en mode genre oh là là on est sous Microsoft alors que c'est de la merde. Oui, on est surtout sous Gotham et sous Palantir, quoi. Bref. Les États-Unis ayant fort peu de considération pour la souveraineté des données, le Cloud Act permet même aux États-Unis de consulter les données stockées par des entreprises américaines où qu'elles soient. Les renseignements de la DGSI ne sont donc plus uniquement français, de même que ceux des services secrets britanniques ou de l'armée israélienne. Oui, parce que alors Palantir, Palantir et Israël, c'est main dans la main, hein, les meilleurs potes. Hein. C'est vraiment l'armée israélienne, elle est boostée, elle est boostée aux hormones Palantir. Il y a 10 ans, la DGSI justifiait le choix de Palantir car ils étaient les seuls à proposer ce type d'outils. Oui, parce qu'en gros, il y a 10 ans, la DGSI, elle était en mode non, mais temporairement, on utilise temporairement, on loue leurs services, temporairement, le temps qu'on développe nos propres logiciels. Et du coup, la thune pour développer nos propres logiciels, elle est partie où ? À nulle part, parce que c'était pratique d'avoir, de louer Gotham et qu'en fait, et que ça coûte trop cher de payer des gens. D'accord. Force est de constater que l'argent public ne sert toujours pas à développer des solutions souveraines sur une activité on ne peut plus stratégique. Donc on part un petit peu de cet article de l'Humanité pour se dire, bon du coup c'est quoi ce truc Palantir là ? Ok, donc Macron vient de filer toutes nos données de surveillance militaire et policière à un logiciel états-unien qui s'appelle Palantir comme la boule à Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Donc déjà, imaginaire un peu chelou, qui s'appelle Gotham comme Gotham City, Batman, etc. Imaginaire chelou. Et en plus du coup, dont le fondateur a des idées un peu cheloues sur le fait que les États doivent disparaître et doivent être dirigés par des gens comme lui, en fait, parce que des cités-États dirigés par lui, et qui a des idées un peu cheloues sur l'antéchrist, les trucs comme ça. Bref, il est vraiment chelou, Peter Thiel, c'est vraiment... Ah oui, et aussi qui a un peu des idées un peu cheloues eugénistes sur la pureté raciale et tout. La DGSI a refusé de passer à Chaps Vision, logiciel français qui fait le même taf que Palantir. Les raisons sont pas données, mais il y a eu une alternative à cette daube américaine qui est Palantir. Ah, en plus, il y a une alternative, bref. Du coup, bon, la question, c'est quoi Palantir ? De quoi on parle ? À quel point est-ce qu'il faut avoir peur d'eux ? Et du coup, pour me poser la question de à quel point est-ce qu'on doit avoir peur de Palantir, j'ai un petit peu cherché de ce dont les médias, où est-ce que les médias français en avaient parlé, etc. Et du coup, il y avait une vidéo de France Culture qui s'appelle Palantir, la firme qui voulait tout voir et contrôler. C'est une entreprise bien méconnue en Europe qui conclut pourtant des contrats mirobolants avec les administrations américaines et qui serait sur le point de mettre à la disposition du La vidéo elle date d'il y a 4 mois, donc un petit peu avant le renouvellement du contrat de la DGSI. Président Donald Trump, une base de données géante sur les citoyens américains. Oui, et d'ailleurs, by the way, c'est, vous savez, je vous parle régulièrement des théories du complot sur la construction de la salle de bal de Trump sous la Maison Blanche. Vous savez, en ce moment, Trump, il a détruit entièrement l'aile est de la Maison Blanche
pour créer une salle de bal somptueuse, gigantesque, qui sera la plus grande salle de bal que vous ayez jamais vue, etc. Il y a plein de théories du complot autour de ça. Et notamment, une des théories du complot, c'est que en réalité, il veut construire sous la salle de bal des serveurs informatiques pour héberger des données qui échapperaient à tout contrôle fédéral, parce qu'il me semble que légalement, le sol de la Maison Blanche est soumis à une juridiction particulière qui fait qu'il peut pas être poursuivi s'il fait blablabla, etc. Et donc, en gros, ça fait partie des théories du complot qu'en fait, sous cette salle de bal, en fait, ou sous le prétexte de cette salle de bal, en fait, il veut créer un bunker pour host des serveurs secrets. Aussi, pour info, la candidate PS à Clichy est une ancienne salariée de Palantir. Oui, et la porte-parole du PS aussi. C'est ouf le PS, intelligence avec l'ennemi. Bah, quand tu sais que c'est à partir des attentats de 2015 que la France a signé ses contrats avec Palantir, donc sous Hollande, collusion avec l'ennemi. Pourquoi, malgré ses profits records et ses contrats controversés, l'entreprise Palantir reste-t-elle si difficile à cerner? Quelle vision du monde défendent ses deux fondateurs, Alex Karp et Peter Thiel, influents financiers et figures de l'ultra-droite américaine? Pour nous éclairer, un invité ce soir, Valentin Goujon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en sociologie au Media Lab de Sciences Po et je suis accompagné, comme chaque mercredi, par Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Quentin. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du Soir. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Palantir? Qu'est-ce qu'ils veulent ces dirigeants? Et comment ils ont gelou? Alors encore une fois, bien évidemment, si vous voulez vraiment un deep dive sur Peter Thiel, il me semble que Behind the Bastards, le podcast dont je vous parle tout le temps, a fait une série en plusieurs parties sur Peter Thiel. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus dig, parce que je pense qu'ils vont un peu moins parler des trucs d'Antéchrist, même s'ils vont un peu les survoler. Et si vous voulez vraiment le deep dive dans les conneries d'Antéchrist, etc., chelou, dans les trucs eugénistes chelous de Peter Thiel, Behind the Bastards est votre ami. Sud-africain, oui, bien évidemment. Peter Thiel, bien évidemment, qui vient aussi d'Afrique du Sud. Immense raciste, eugéniste. Oui, bien sûr, c'est un suprémaciste blanc qui est né en Afrique du Sud. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Palantir, une grande entreprise spécialisée dans les données qui entretient de nombreux liens avec Elon Musk et le Doge. En mars, Donald Trump a publié un décret visant à accroître le partage de toutes les données non classifiées entre les agences fédérales. Il a demandé aux dirigeants des agences d'autoriser et de faciliter ce partage interagences. Un article du New York Times publié en mai décrit en détail comment le président a utilisé Palantir pour mettre en œuvre ce décret, qui vise essentiellement à fusionner toutes les données des différentes agences du pouvoir exécutif en une seule base de données. C'est fascinant parce qu'on nous a rebattu les oreilles. Avec la Chine, met en place une surveillance de masse de ses citoyens, et il y a le crédit social, etc. Et pendant ce temps, Trump, il est en mode « Et si on fusionnait l'entièreté des données partagées par les agences fédérales et on les mettait dans les mains d'une entreprise privée qui a un objectif technofasciste ?» À l'heure actuelle, on ne sait pas qui contrôlerait cette base de données, ni qui y aurait accès, ni quelles recherches y seraient effectuées. Il ne semble n'y avoir aucun garde-fou à cette entreprise. La voix de David Goldman, sénateur américain, membre du Parti démocrate. Et une question, première question, Valentin Goujon, complexe. Expliquez-nous, avant de revenir justement sur cette actualité, expliquez-nous ce qu'est Palantir. Ok, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est ce truc? À quel point on doit avoir peur? Que fait concrètement cette entreprise? Alors oui, c'est vraiment une excellente question, sachant qu'il y a eu un récent article justement de Wired qui expliquait que même les anciens employés de Palantir avaient du mal à décrire ce que faisait exactement l'entreprise. Ça commence bien. Même les gens qui bossent dedans savent pas trop ce qu'ils font. C'est rassurant tout ça. Ça indique un bon partage des informations dans l'entreprise et une bonne démocratie. Pour reprendre un langage, on va dire marketing, Palantir fait du B2B SaaS. Alors B2B, on sait ce que ça veut dire, c'est des entreprises qui s'adressent aux entreprises. Tout à fait, exactement. Donc, ou aux États, du coup, parce que business to business, ou évidemment, voilà, c'est les entreprises et les États, quoi. Donc en fait, Palantir ne fournit pas ses produits directement en fait aux utilisateurs ou aux utilisatrices, mais à d'autres entreprises. Et donc SaaS, c'est donc Software as a Service, donc le logiciel comme un service. Et en l'occurrence, les logiciels, ça va être principalement deux plateformes. La première qui s'appelle Foundry, donc c'est Fonderie en français, qui est là plutôt en fait la version commerciale à destination d'entreprises privées pour des applications, on va dire non gouvernementales, par la négative. Et l'autre, donc c'est Gotham. Donc Gotham, c'est celle qu'on a vu dans l'article de l'Humanité. C'est celle que utilise la DGSI et les services de police.
Gotham, c'est celle qui nous surveille globalement. Et si on devait résumer un petit peu en une expression, donc ce que fait Palantir, elle fait ce qu'on appelle de la consolidation de données ou de l'intégration de données en anglais, c'est-à-dire que généralement, que ce soit les entreprises ou les administrations, plusieurs bases de données qui fonctionnent en silo. Et ce que fait Palantir, donc au lieu en fait de détruire toutes ces bases de données, de reconstruire une seule et même base de données, elle va apporter donc une couche logicielle supérieure qui va permettre donc d'avoir une approche transversale, on va dire. Donc en gros, vous avez les administrations qui ont chacune leurs données, etc. Et ce que fait Palantir, c'est qu'elle se met au-dessus et elle coordonne en fait l'accès et le traitement de toutes les données. En gros, c'est le truc géant qui regarde partout et qui permet de coordonner et manipuler tous les trucs, de tout recouper et de permettre de surveiller tout le monde, quoi. On n'a pas des lois contre le croisement des bases de données en France. Si, normalement, la protection des données personnelles implique que le recoupement, oui ça c'est la CNIL, les lois, comment dire, toutes les lois sur le RGPD, tout ce qui est censé garantir la Commission nationale informatique et liberté, donc la CNIL, c'est justement qu'il faut empêcher au maximum le recoupement des données pour garantir au maximum l'anonymat, la non-traçabilité et le fait que les gens ne puissent pas être ciblés personnellement, etc. par la collecte de leurs données. Donc Palantir fait tout ce qu'on est... Et c'est pas automatique toutes ces intégrations. Palantir envoie ses ingénieurs dans les boîtes pour comprendre comment s'intégrer avec tous les systèmes. Oui, en plus de ça, ils envoient des espions, ils envoient des gens pour voir comment les datas sont gérées par les entreprises et comment ils peuvent l'intégrer avec leur logiciel, etc. Donc il y a toujours des petits espions qui vont avoir accès à des données très sensibles de plein d'entreprises. C'est absolument pas un pouvoir beaucoup trop fort à donner à une seule entreprise. Après, j'imagine c'est des ingénieurs qui font leur taf. Mais... Création de la commission comme autorité administrative indépendante intervient 4 ans après le scandale de l'affaire Safari, système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, un projet gouvernemental d'interconnexion des fichiers nominatifs de l'administration française. Attends, tu veux dire que la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, a été créée parce qu'il y a eu un scandale du fait que le gouvernement voulait créer un truc comme Palantir. Et que ça a fait tellement scandale qu'ils ont créé la Commission nationale informatique et liberté pour empêcher le retour des données. Et que maintenant, la France se dit, bah zut, du coup, on va demander au logiciel américain qui fait exactement... Et ça fait pas scandale et tout le monde s'en fiche. Voilà, c'est super. Sachant que l'excuse, c'était non mais on prend Palantir parce qu'ils offrent une solution unique que aucune autre entreprise n'a. Bah oui, tu m'étonnes parce qu'on a interdit de le faire. Et qu'en fait, peut-être que si on réfléchissait pour l'efficacité, le truc comme ça, etc., pour la meilleure communication entre on pourrait réfléchir ça en garantissant l'anonymat des données et en empêchant un recoupement qui pourrait mettre en danger les... Mais en fait, non, du coup, on a dit, vas-y, on va prendre le truc de Palantir, on va prendre leur boîte noire, on sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas ce qu'ils en font. C'est génial. En stade public, on fait ce boulot de consolidation et de croisement des données, mais c'est hyper encadré, on peut pas s'en servir pour surveiller les données. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, tu pourrais imaginer, encore une fois, un projet français qui serait similaire à Palantir, mais dont l'architecture respecterait scrupuleusement justement toutes ces règles, cet encadrement-là, pour éviter d'être utilisé pour surveiller les gens. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu le confies à une entreprise américaine qui a un projet technofasciste de surveillance de masse, tu n'as pas de contrôle sur est-ce que ça correspond à nos normes. Parce que tu comprends, c'est le secret des affaires, on peut pas leur demander ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a dans la boîte noire. Du coup, Julia Martinez, porte-parole PS, bosse chez Palantir avec des mecs de la Silicon Valley, donc FBI, CIA, OPS, elle est experte en IA. Oui, l'experte intelligence artificielle du PS, c'est une employée de Palantir. Méga base de données, on va pouvoir retrouver aussi bien votre casier judiciaire que vos antécédents de santé. Oui, alors encore une fois, il ne s'agit pas en fait de créer une méga base de données en tant que telle. C'est vrai que l'idée, et donc ça remonte au début des années 2010, donc avec tout ce discours autour de ce qu'on appelle le big data, donc les données volumineuses, où on avait à la fois donc un accroissement du volume de données, une diversification de la variété des données et donc aussi une vélocité plus grande de la création de données. À la fois les entreprises et les administrations se sont rendus compte qu'il fallait donc justement tirer parti de ces différents facteurs et donc utiliser cette espèce de couche logicielle supérieure qui se rajoute à ce qu'on appelle une sorte de stack, donc vraiment un empilement de couches logicielles pour faire donc essayer d'en extraire l'information la plus pertinente possible. Ouais, en gros, le truc, c'est on a trop de données, on s'y retrouve pas, du coup, on a besoin d'un truc qui nous permet de nous y retrouver. C'est ce qu'il explique. Palantir est à la fois extrêmement bon donc dans cette consolidation de données, mais aussi pour graphiquement, mais pas uniquement, donc mettre en relation les différentes informations pertinentes. Et là, en termes de données, ça peut être extrêmement hétérogène. Ça peut être des photos de plaques d'immatriculation, ça peut être des rapports de police, ça peut être de la vidéosurveillance, ça peut être des données de santé, des extraits de casier judiciaire. Là, l'éventail est extrêmement large et divers. Alors prenons des exemples extrêmement concrets, Valentin Goujon. Qu'est-ce que fait Palantir en Ukraine ? Ce qu'il faut savoir, que c'est donc Alex Karp
qui est donc L'un un des des deux 5, fondateurs. c'est ça. Alors, il y en a un petit peu plus que 2, mais effectivement, les 2 plus connus, donc c'est Peter Thiel et Alexander Karp, Peter Thiel, c'est un peu l'ambassadeur politique, en gros, de Palantir. qui est là un petit peu l'homme de l'ombre, mais qui, pour le coup, a aussi un profil assez intéressant. Alex Karp, c'est pas tant un homme de l'ombre, mais il s'exprime un petit peu moins. Il est moins diplomate, on va dire. Il a moins en charge de la diplomatie. Il est un peu plus le fou du bus quand il parle. Alex Karp, donc dès juin 2022, donc quelques mois après le début du conflit en Ukraine, va à Kiev rencontrer Zelensky. Et en fait, ça va être là encore une fois un ensemble d'applications à la fois dans le civil et dans le militaire. Donc à la fois améliorer en fait le ciblage des frappes, parce que le pays donc manque de munitions, donc il faut vraiment rentabiliser le plus possible chaque frappe. Ça va être aussi aider par exemple à la relocalisation des réfugiés ukrainiens dans différents pays. Et ça va être aussi également par exemple, documenter en fait les crimes de guerre russes. Donc là encore une fois, c'est extrêmement large. On a commencé peut-être par le plus vertueux, mais ça s'assombrit chemin faisant. Mais donc là, c'est les trucs intéressants, tu vois. Genre, comment ça peut servir pour du bien, mieux ciblé. Bah, après, pour l'Ukraine, ils ont le droit de se défendre, hein, désolé. Mais voilà, c'est bon. Il y a du ciblage militaire. C'est bien quand t'es l'Ukraine et que tu te défends. Est-ce que c'est bien quand t'es les États-Unis et que t'attaques le Venezuela? Je sais pas trop. Ça reste la guerre, quoi. Donc voilà, le truc vertueux. Mais non, mais le truc vertueux, c'est par exemple identifier les victimes civiles, tu vois. Alors, voilà. Julien Bisson. Oui, autre exemple concret, que fait Palantir auprès du gouvernement israélien et à Gaza? Oui, alors là aussi, encore une fois, ça remonte à quelques années. Parce que donc là, on vient de nous dire, ça permet de cibler les frappes quand t'as pas beaucoup de munitions. Israël, ils ont beaucoup de munitions. Ils ont des capacités de faire des frappes ciblées, mais pourtant, ils se sont démerdés pour raser entièrement Gaza. Parce qu'ils font un génocide, rappel. Donc, Palantir en Israël, qu'est-ce qu'ils font du coup? Notamment aussi avec le projet Maven, donc, qui était au départ, dont Google en fait était le récipiendaire. Il s'est retiré en 2018, donc suite à l'opposition en interne de ses employés. Et qui en fait a récupéré ce contrat? C'est Palantir. Et non seulement Palantir a récupéré le contrat, mais en plus, Donc de base, c'était Google qui faisait de la big data pour aider Israël à buter les Palestiniens. Et après, Google, les employés de Google, ils étaient en mode c'est quand même pas très ouf de faire ça, c'est pas très éthique. Et du coup, c'est ça. Putain, quand même pour Google, c'est pas éthique. T'imagines quand même pour Google, c'est pas assez éthique. Quand même Google trouve que c'est pas ouf. Et que c'est un peu gênant de faire ça. donc suite à la réélection de Trump, le contrat a été donc étendu et son plafond a été augmenté. La responsable éthique de Google s'est fait virer dans l'histoire, c'est pas Google. Ah, ok, d'accord. Ok, donc c'est pas les gens de Google qui ont dit stop, c'est juste qu'ils ont eu un scandale à l'échelle de leur boîte et du coup ils ont préféré se retirer. Ok. Et donc là, dans le cas en fait de l'État israélien, ça va être là aussi assez diversifié. Ça peut être à la fois donc encore une fois comme en Ukraine, le ciblage des frappes contre le peuple palestinien donc dans la bande de Gaza, ou alors ça va être encore une fois typiquement pour le renseignement. Voilà, le ciblage des frappes qu'on a tous pu constater, qui est très chirurgical. Rappelez-vous, c'était avant le 7 octobre, il y avait une émission de PDH qui parlait de la Palestine. À l'époque, on nous reprochait encore de parler de la Palestine parce que vous comprenez, c'est un peu antisémite de parler de la Palestine et que quand même c'est obsolète et qu'il se passe plus rien en Palestine. Et il y avait Youssef Boussouma qui avait une phrase, quand je l'ai entendue, j'étais en mode ça là, une phrase un peu de fou du bus. Il avait dit que à Gaza, Israël était capable de frapper depuis Tel Aviv une pomme qui serait au milieu d'un souk à Gaza, tu vois. Donc en mode, Israël avait la capacité tellement précise, ils peuvent cibler une pomme au milieu de Gaza. C'est toute l'étendue de la surveillance et du contrôle qu'Israël avait. J'avais entendu cette phrase, j'étais en mode, le fou du bus, tu vois. Genre, c'est Youssef, tu vois. Mais en fait, non. En fait, c'était parfaitement exact. Youssef avait raison. Et en fait, oui. Ils ont un contrôle absolument extrêmement précis. Mais ils ont aussi ils ont la capacité de cibler une pomme. Mais c'est pas pour rien qu'ils ciblent tous les civils qui sont autour. On continue, j'allais le dire justement, on continue avec la litanie de questions. Valentin Goujon, qu'est-ce que Palantir fait en France cette fois-ci? Qu'est-ce que Palantir fait notamment avec les services secrets français, puisque ces contrats sont renouvelés à plusieurs reprises avec la DGSI, les services intérieurs? Tout à fait, donc ça commence en 2016, suite aux attentats de novembre 2015. La DGSI un petit peu forcée de réagir rapidement. La DGSI forcée de réagir rapidement. Donc déjà, tu as l'urgence, le prétexte encore une fois de la guerre au terrorisme qui te pousse à agir dans l'urgence et qui te rend complètement servile à n'importe quelle entreprise privée qui veut en profiter pour extraire toutes tes données. C'est ça, pression politique, renforcée encore plus par toute la propagande menée à l'époque par le gouvernement de Hollande pour se montrer comme un homme fort. Voilà. Il s'est débarrassé de son costume de président normal, c'est devenu l'homme fort de la France qui défend contre les attentats, etc. Et donc, voilà. Se met donc en quête d'un système et en fait, en l'absence d'alternatives qui soient soit françaises, donc souveraines, soit européennes, la DGSI est un petit peu forcée donc, de se tourner vers le système de Palantir, donc en l'occurrence Gotham. Parce qu'encore une fois, hein, genre, les attentats, ils auront lieu. Il n'y a qu'un but politique que tu peux avoir pour essayer de vendre un sentiment de sécurité à ta population, mais
c'est illusoire de prétendre avoir un système parfait qui va prédire les attentats, etc. Tout ce que ça va prédire, c'est les moindres faits et gestes de tes citoyens et une garantie en fait de contrôle coercitif sur ta population, quoi. Et puis tu t'habitues à des logiciels et c'est pas facile de changer tout ça. Oui, c'est ça, c'est que même si tu dis vas-y dans l'urgence on prend ça et après on changera, mais le problème c'est que du coup tu habitues tout ton système militaire de renseignement, tout ton système de police, etc. à travailler avec ces logiciels et du coup faudrait entraîner à nouveau en fait ça prend du temps de migrer tes trucs et de changer de... Voilà. Ça se fait, hein. C'est une question de décision politique, c'est une question de volonté politique, mais personne n'a cette volonté politique quand en face c'est tellement rentable politiquement de vendre la sécurité à tout prix, quoi. On va dire en 2022-2023, avant les JO donc de Paris 2024, il y a un effort donc notamment de la DGSI pour créer précisément une alternative qui soit souveraine et française. Avant les JO, il y a des efforts pour créer une alternative, mais on remplit avec Palantir quand même. Et puis voilà, c'est tous les trucs qu'il y avait aux JO aussi, où les JO avaient été le prétexte parfait pour imposer sans l'accord du Parlement la surveillance algorithmique, enfin la vidéosurveillance et l'analyse algorithmique, des trucs comme ça. Voilà, c'était le fameux truc de la surveillance algorithmique permise grâce aux JO, etc., qui avait été passé sans l'assentiment du Parlement et qui a été renouvelé et qui s'est maintenu en fait en France sans pour autant que le Parlement vote. Et qu'est-ce qu'une entreprise américaine fait pour les services secrets français? Est-ce que ça pose pas des questions de souveraineté? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement là aussi? Oui, complètement. Alors en fait, techniquement, c'était le choix en fait le plus pertinent en termes de performance. Encore une fois, Palantir, au vu à la fois de son nombre de contrats, que ce soit dans le domaine de la défense ou dans le domaine privé, est un des principaux leaders au point en fait de supplanter, on va dire, les entreprises assez classiques qui étaient soit des cabinets de conseil, soit de grandes entreprises, on va dire du numérique du type IBM. IBM, autre entreprise qui a du sang sur les mains et voilà quoi. Et IBM qui a formé aussi beaucoup d'ingénieurs qui après ont fait les trucs à la Palantir, etc. Enfin, c'est vraiment, en fait, IBM Palantir, c'est les différentes générations de la Silicon Valley et du complexe militaro-industriel, mais globalement, c'est les mêmes fonctions qui se font concurrence avec les gens qui ont été formés là-bas, quoi. Julien Bisson. Mais est-ce que concrètement, ça veut dire que Palantir sait tout de nous, qu'elle peut conserver des données, les utiliser, voire les revendre? Qu'est-ce que Palantir sait de la population française? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, non seulement en fait Palantir est présent donc sur le marché encore une fois des agences de renseignement et au sein des entreprises, mais aussi depuis en fait la pandémie de Covid-19, il s'est aussi positionné sur le secteur de la santé. Pardon? Donc, tu veux dire que quand on était en mode les passes sanitaires, pas ouf quand même, il y a un risque quand même de dérive sacrée, de surveillance de la population, et qu'on se fait des traités anti-vax? Non, on est pour le vaccin, mais juste la surveillance, c'est pas ouf. Attends, et du coup, tu veux dire que Macron, qui veut progressivement baisser le financement du système de santé français pour favoriser un système privé d'assurance qui puisse en mettre plein les fouilles et faire des super points de PIB pour la France et de la super croissance sur le fait que les gens crèvent, ce serait d'autant plus pratique si on privatisait déjà les données de santé. Il y a eu par exemple une énorme controverse et une polémique au Royaume-Uni, qui est en fait le deuxième marché de Palantir après les États-Unis, sachant que la France est le troisième. Donc effectivement, un des risques possibles, ça serait de croiser des données qui soient en fait tellement hétérogènes qu'on puisse relier à la fois par exemple des données de santé, des données d'assurance, des casiers judiciaires, sachant qu'effectivement c'est des données qui sont extrêmement sensibles avec des informations personnelles, même si encore une fois Palantir insiste sur l'existence de garde-fous et notamment ce qu'ils appellent des pistes de vérification, c'est-à-dire que chaque information qui est consultée laisse une trace qu'on peut ensuite donc remonter. Que qui peut remonter? Parce qu'il y a le secret des affaires quand même qui vous protège. Genre c'est si jamais on décidait de perquisitionner Palantir, mais on le fera pas, vu que la DGSI est déjà dans votre lit. Ah c'est super, il y a un log. On peut voir l'historique de qui a surveillé vos données de santé. Et donc c'est en effet cet article-là de l'Humanité qui date du 9 avril 2020. Nos données de santé fournies à une start-up financée par la CIA. Après avoir cédé aux sirènes de l'américain Palantir pour traiter les informations du renseignement français, le gouvernement s'apprête à faire de même avec les hôpitaux publics. La start-up californienne, c'est même plus une start-up, c'est une multinationale, enfin c'est une grosse entreprise, c'est plus une start-up, aurait déjà signé une trentaine de contrats avec des services publics européens. L'épidémie de Covid-19 est pour elle une nouvelle opportunité de juteuse affaire. Dans la famille des profiteurs de crise, voici Palantir, l'entreprise spécialisée dans la visualisation et la mise en forme de données massives. Approche tous les services de santé d'Europe pour proposer sa solution. Le NHS, Système de santé national britannique, a déjà signé et selon l'agence Bloomberg, les négociations sont en cours avec l'Allemagne, mais aussi avec la PHP, les 39 hôpitaux d'Île-de-France, l'assistance publique hôpitaux de Paris, et pourrait même être étendu à tous les établissements hospitaliers français. Après, en France, les datas de santé, c'est hyper sensible, donc là-dessus, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Oui, mais après, t'as plusieurs trucs qui ont évolué, et je sais que dans le monde trans, on s'est beaucoup alarmé, notamment du dossier médical partagé, qui était le truc, en gros, qui permet de centraliser tout ton dossier médical, etc. Comme ça, le médecin, il a accès à l'entièreté de ton dossier médical, etc. Et du coup, genre, dans le monde trans, on était en mode, génial. Du coup, t'as un médecin, je sais pas, tu vas le voir pour changer de lunettes, et grâce à ton super dossier médical partagé, il va voir que t'es sous hormones, que t'as fait 36 000 opérations, etc.
etc. En fait, c'est que le secret médical, il est entre toi et ton médecin vis-à-vis du monde extérieur, mais il est aussi parfois entre plusieurs médecins. C'est-à-dire que tu as certains trucs que tu n'as pas forcément envie de dire à tous tes médecins quand tu sais que c'est pas médicalement nécessaire, mais voilà. On est juste devenu une colonie américaine de l'intérieur et par nous-mêmes. Et oui. Mais même mon psychiatre, je dis pas si j'ai des furoncles. Bah oui, c'est ça. Dernier exemple, peut-être avec vous, grâce à vous, Valentin Goujon. Qu'est-ce que Palantir fait cette fois dans le domaine de l'immigration? Je pense notamment aux États-Unis et au travail que cette entreprise opère à la frontière américano-mexicaine. Oui, complètement. Alors là aussi, ça remonte au début des années 2010, donc avec les services de l'immigration, donc ICE, l'acronyme. En 2011, il y a un agent spécial donc, de ces services de l'immigration qui est tué à la frontière mexicaine par des cartels mexicains. Et en fait, ICE veut une réponse extrêmement rapide, un peu vraiment marquer le coup. Et là, donc c'est vraiment Palantir qui va déployer ses ingénieurs. Là aussi, il y a toute une terminologie militaire et donc les ingénieurs vont en fait directement sur le terrain au sein des entreprises, allant même parfois jusqu'à dormir au sein des locaux. Donc c'est vraiment un ethos militaire. Et là, en fait, en quelques semaines, grâce justement à cette consolidation de données et à un ensemble de données, que ce soit des données par exemple de photos satellitaires, que ce soit des témoignages sur le terrain, ils vont donc arriver à saisir à la fois donc plusieurs centaines de kilos de drogue, des armes et surtout arrêter plusieurs centaines de personnes. Donc une entreprise privée qui a un fonctionnement militaire pour faire de la surveillance massive pour surveiller la frontière. Enfin, encore une fois, c'est l'objectif de Peter Thiel, c'est de remplacer les États. Hein. C'est son idéologie. On a vu qu'en un an, l'action de Palantir à la bourse de New York a augmenté de 600%. C'est une des plus grandes hausses à la bourse cette année. Est-ce que c'est simplement une forme de bulle? On a pu parler de bulle autour de l'intelligence artificielle, ou est-ce que concrètement, ça traduit une profitabilité incroyable de cette entreprise? Alors justement, c'est vrai que les derniers résultats, à la fois financiers et économiques de l'entreprise, peuvent paraître assez impressionnants, et c'est vrai que c'est le cas, mais il faut remettre donc un petit peu cette analyse dans le temps long. Et c'est vrai que pendant en fait très longtemps, Palantir a peiné non seulement pour trouver des clients. L'entreprise donc a été créée au début des années 2000. Son premier client c'est 2009 et c'est la CIA, sachant que la CIA a été l'un des premiers investisseurs avec sa branche d'investissement. Oh là là, les pauvres, ils ont eu du mal à trouver des clients. Les premiers à investir, c'était la CIA. Palantir, pardonnez-moi, se crée dans un contexte particulier qui est l'après 11 septembre avec j'allais dire une dérive, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais sécuritaire importante. Complètement, il y a vraiment un double contexte pour la création de Palantir. C'est à la fois donc post 11 septembre, donc sous l'administration Bush, et le deuxième contexte c'est l'éclatement de la bulle Internet. C'est-à-dire que donc là les deux cofondateurs, donc et notamment Peter Thiel, se rendent compte que il va falloir proposer ce qu'on appelle de la hard tech, c'est-à-dire en fait ne pas surfer sur la vague typiquement de ce qu'on appelle le web 2.0, donc des réseaux sociaux, ce genre de produits, mais en fait va proposer concrètement de réarmer technologiquement, techniquement les États-Unis et en l'occurrence de créer Palantir. Et ce qui est intéressant dans la création de Palantir, c'est qu'en fait donc Peter Thiel a aussi cofondé PayPal, le service de paiement en ligne. Avec Elon Musk. En fait, Peter Thiel, etc. Peter Thiel et Elon Musk, c'est la fameuse mafia PayPal, qui sont toute cette génération de fous furieux suprémacistes blancs de la Silicon Valley qui sont tous passés un jour par PayPal. Quoi. Et en fait, il va donc transformer les logiciels de détection antifraude de PayPal, parce que PayPal perd énormément d'argent à cause de cette fraude, notamment bancaire, et il va les transformer en fait en algorithmes pour assembler donc différents types de données. Vous nous dites, Valentin Goujon, il faut voir le temps long pour tenter de comprendre ses succès économiques. Mais dans le même temps, on l'entendait en introduction, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment Trump qui favorise immensément cette entreprise dans ses résultats, mais par ailleurs dans les contrats qu'elle peut nouer avec les différents États, et notamment avec l'État fédéral américain? Complètement, ça avait été déjà le cas lors du premier mandat donc, de Trump en 2016, où là on avait vu justement donc, que Palantir avait gagné donc, de nouveaux contrats, et c'est encore le cas donc, début 2025, avec par exemple 10 milliards de dollars qui ont récemment été attribués à Palantir, parce que l'État américain en fait s'est rendu compte que Palantir disposait déjà de tellement de contrats, c'était à peu près 75, qu'il valait mieux donc tous les fusionner en donnant donc ce budget de 10 milliards d'euros. Trump, il a juste fait en fait, moi, je trouve ça assez fascinant ce truc-là de ah là là, depuis Trump, la présence de Palantir s'est accélérée, et le mec il dit en fait, ils avaient déjà des contrats avec plein d'agences fédérales. Tout ce qu'a fait Trump, c'est centraliser les contrats. Mais t'inquiète que Palantir était déjà bien intégré dans l'État fédéral américain. Bref. Trump, c'est juste les USA décomplexés, mais ça change pas grand-chose par rapport à avant. Mais bien sûr, c'est des trucs qui avaient déjà commencé sous Obama, qui sont poursuivis sous Trump, qui sont continués de se poursuivre sous Biden. Enfin voilà quoi, genre c'est des trucs. Faut pas. L'alternance politique aux États-Unis, elle a du sens. Faut pas non plus dire que ça ne fait absolument rien, qu'il n'y a aucune différence. Jamais je dirais qu'il y a aucune différence entre les démocrates et les républicains. Mais fondamentalement sur ce genre de sujet, de surveillance de masse, de projection de puissance, de trucs comme ça, c'est de la continuité à tous les niveaux quoi. Oui, vous nous rappeliez que Peter Thiel avait aussi fondé PayPal. PayPal qui avait aussi parmi ses
ses cofondateurs, un certain Elon Musk. Est-ce qu'on est dans cette même galaxie idéologique? Ah, donc là, on va parler de l'idéologie. Donc là, là, on sait à peu près ce que fait Palantir, à qui ils ont été vendus, à quel point globalement, ils ont la main mise sur toutes les données, etc. Et puis, on a l'air de s'en battre les couilles. Et maintenant, c'est quoi leur idéologie? Karp se décrit comme un socialiste, voire comme un marxiste et un néo-marxiste. Non, mais PTDR. Peter Thiel se décrit comme libertarien conservateur. Non, mais Karp, c'est un socialiste avec National devant. Mais attends, mais arrête. En fait, ils se sont vraiment retrouvés autour du goût justement du débat politique, malgré leurs opinions, on va dire politiques assez opposées. Et donc les deux vont contribuer donc à fonder Palantir. En fait, c'est vraiment l'éthos d'ingénieur. Moi, je ne fais pas confiance à n'importe quel mec qui se dit socialiste, parce que je sais que les bandeurs de philo, un peu logiciens, chelous, complètement starbés comme Alex Karp, ce qui les fascine dans le socialisme, c'est l'aspect de contrôle de la société. C'est l'aspect de fantasmer une société parfaite avec les rouages qui s'imbriquent parfaitement. Et c'est exactement pareil que les libertariens qui voient s'imbriquer les rouages différemment, mais ça reste un même fantasme de contrôle de la société. Il n'y a rien d'humain dans leur socialisme, il n'y a rien d'humain dans leur liberté, libertarianisme, je sais pas quoi. Oui, ça, c'est l'aspect planification qui les fait fantasmer. C'est pas l'humain. On peut se parler même si on n'est pas d'accord. Oui, les deux sont des nazis. Les deux sont des suprémacistes blancs. C'est juste qu'ils donnent un nom différent à leur utopie de merde. Mais c'est pas des... Bref, ça m'énerve. Dans la même galaxie que Musk, et également donc J.D. Vance. Ça, c'est assez peu connu, mais donc Vance, en fait, a été employé dans un des fonds d'investissement de Peter Thiel. Ce qui est passionnant par ailleurs, c'est que ces personnes, ces dirigeants mêlent entrepreneuriat et politique. Qui ne mêle pas entrepreneur. Après, moi, voilà, c'est le truc qui m'énerve un petit peu. C'est que, certes, je vais concéder qu'ils ont une façon un peu nouvelle et un peu innovante de faire de l'influence politique ouvertement. Tout comme Trump fait de la politique de puissance ouvertement et arrête de se cacher derrière le droit international pour continuer de déstabiliser des pays comme ça se faisait à l'époque. Mais fondamentalement, quelle grande entreprise ne fait pas de politique? On peut constater la brutalisation, le fait qu'ils s'en cachent de moins en moins et qu'ils le font de façon de plus en plus transparente et assumée, mais les entreprises sont toutes de la politique. Genre, ça s'appelle le capitalisme. Les entreprises de la tech n'ont jamais arrêté de faire de la politique. Elles ont toujours été intégrées au complexe militaro-industriel et boostées de thunes de l'armée états-unienne. Bref. Oui, juste les financements de campagne. C'est ça, juste les financements de campagne. Notamment, surtout quand on parle des États-Unis. La vision politique d'Alex Karp, la singularité de celle-ci, c'est peut-être qu'elle mêle entrepreneuriat chevronné et dans le même temps un patriotisme américain à toute épreuve. La voix d'Alex Karp, c'était le 18 février 2025. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la révolution technologique. C'est formidable. Il faut monter dans le train car il va partir. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce que j'essaie de dire aux personnes qui sont indécises, aux personnes qui sont des bâtisseurs, c'est que nous avons une responsabilité. Nous devons nous consacrer à notre nation. Ce que je dis aux gens qui pensent pouvoir descendre du train, que vous soyez des intellectuels, les Nations Unies qui s'efforcent de saper l'Amérique et tous les autres. Les Nations Unies qui s'efforcent de saper l'Amérique. Oui, parce que c'est des immenses complotistes aussi. Encore une fois, voilà pourquoi Trump ne s'embarrasse même plus d'aller montrer une fausse fiole d'anthrax aux Nations Unies. Aux Nations Unies. C'est parce que voilà, c'est la vision qu'ils ont de toute norme morale commune sur laquelle on peut, ce qui s'appelle les droits humains. Voilà. C'est, ils essayent de mettre à bas l'Amérique, ils essayent de nous dominer, etc. C'est cette vision permanente de la guerre de puissance permanente et les Nations Unies ne peuvent qu'être un truc anti-américain parce que vous comprenez qu'est-ce qu'ils ont, ces anciennes colonies et ces bœufs du monde entier à oser avoir une place symboliquement égale à la nôtre, quoi. Discours exact du Japon d'Hirohito face à la SDN et pareil pour Hitler. Oui, c'est des putains de fascistes. Et d'ailleurs, je suis heureux que vous soyez laissés pour compte. Mais sachez simplement que si vous êtes laissés pour compte, ne venez pas pleurer que vous ne faites pas partie du dialogue. Et le truc éternel de on agite le chiffon rouge du déclin de l'Empire américain pour mieux revendiquer la poursuite de sa politique prédatrice et la destruction de son propre peuple, hein, by the way. Bref. Ils sont en train de pleurer. Ils pleurent comme si tous ces gens devenaient des partis protestataires. Ne lisez pas le livre. Faites comme si cela n'arrivait pas. Il faut nous expliquer, Valentin Goujon, ce patriotisme. Mais c'est pas du patriotisme, c'est du national. Enfin, même si tu es en mode le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie, le nationalisme, c'est la haine de tous les autres. C'est du nationalisme. C'est du nationalisme agressif, c'est de l'impérialisme. C'est pas du patriotisme, c'est de l'impérialisme. Après, le patriotisme américain, c'est de l'impérialisme. De fait, la chaîne d'équivalence, elle est faite depuis des années, elle ne bouge pas, tu vois. Mais c'est du nationalisme impérialiste. Qu'est-ce que s'appelle Rio le suprémaciste? Un seul exemple, Alex Karp, par exemple, déteste Google parce que Google travaille avec la Chine, ennemi des Américains. Oui, complètement. Je reviens justement à ce projet Maven, donc en 2018. Les deux sont liés, pour le coup, Peter Thiel et Alex Karp. C'est vrai que c'est un peu l'anti-exemple de Google. Alors pourquoi Google est détesté? Non seulement parce que l'entreprise a cédé au moment, donc en 2018, suite à l'opposition interne de ses employés, à la fois pour des raisons, on va dire, éthiques et à l'opposition en interne, mais l'autre, en fait, raison, ça aurait été justement de plaire à la Chine pour, en fait, couper des liens avec tout projet militaire et donc s'engouffrer sur le marché. Le problème de Google, c'est qu'ils voulaient trop faire du business. Alors que
et du coup, c'est les pousser à faire du business avec nos ennemis. Alors que nous, on veut détruire nos ennemis. Genre, c'est vraiment genre, c'est terrifiant. C'est là que tu vois que le slogan America First, c'est du génie. Au-delà du fascisme de l'autre taré, on sait que les Américains ont été bercés par le nationalisme de ses dirigeants depuis la création de ce bled de fou, Georges Lafritte. Moi. C'est tellement vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est deux trucs différents sur l'impérialisme chinois et l'impérialisme américain. L'impérialisme chinois, c'est on consolide d'abord notre espace intérieur, on le rend le plus prospère possible et après on verra pour l'extérieur, tu vois. D'où la politique impériale au Xinjiang, d'où le rapport complexe à Taïwan, etc. Et les États-Unis, c'est on consolide d'abord l'empire extérieur et on s'en fiche totalement de notre empire intérieur. Parce qu'en fait, c'est vraiment genre en mode on laisse crever complètement notre population, on s'en bat les couilles de mettre en place des politiques pour elle. Notre priorité, c'est de sécuriser notre mainmise sur le monde entier. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est deux priorités de projection de la puissance qui ont des logiques complètement inverses entre la Chine et les États-Unis, quoi. Ouvrage d'Alex Karp, donc en février 2025, donc la révolution, La République la technologique. République pardon, technologique, exactement. Toute la thèse du livre, c'est vraiment il faut réarmer techniquement les États-Unis et l'Ouest et l'Occident de manière générale. Donc là, on est vraiment dans un discours du choc des civilisations qui revient en force contre les ennemis, donc encore une fois des États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit également l'Iran. Et ça, avec donc une course, notamment, alors là pour le coup, c'est autour de l'IA, mais plus largement donc autour de la technique, sachant que là, le modèle, c'est un petit peu la course aux armements nucléaires de la guerre froide. Donc on est vraiment un retour à cette période des blocs. Julien Bisson. Le Palantir avait été fondé à Palo Alto. Palo Alto, c'était au cœur de la Silicon Valley. Aujourd'hui, son siège a été déplacé à Denver, dans le Colorado. Est-ce que ça veut dire que Palantir fait figure un peu d'électron libre dans le paysage technologique américain? Alors oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'il a non seulement une culture d'entreprise qui est un petit peu hybride, c'est un petit peu le mélange justement donc, de Palo Alto et de la Silicon Valley, parce qu'on a de jeunes ingénieurs, la vingtaine, la trentaine des ingénieurs en informatique, et avec l'ambiance qu'on peut connaître de la tech, avec voilà, une ambiance assez relâchée. Et de l'autre côté, on a l'ambiance de Washington, puisqu'en fait, une bonne partie des employés de Palantir sont en fait d'anciens militaires, d'anciens analystes aussi des agences de renseignement. Donc les deux cohabitent à la fois concrètement et aussi d'un point de vue un petit peu de l'imaginaire de l'entreprise. Oui, on a vraiment une intégration parfaite entre le monde militaire et le monde de la puissance hard américaine et le monde de la tech qui, après, bon, on nous parle de la Silicon Valley comme un espace relâché. Ça fait longtemps que les hippies sont devenus des fascistes à la Silicon Valley. Hein. Enfin, à un moment, les hippies des années 90, encore, est-ce qu'ils étaient encore hippies dans les années 90? Allez, Steve Jobs, il se lavait pas et il avait un gourou, ok, mais ça restait un facho, tu vois. Genre, bref. Moi, la culture hippie de la Silicon Valley, faut pas la croire aussi libertaire qu'elle se prétende, quoi. Intégration entre le oui, c'est ça, littéralement intégration entre le techno et le fascisme. C'est vraiment côté militaire, le fascisme et le techno. Là, ouais. On a le sentiment d'avoir affaire à des enfants dangereux. Pas des enfants, des putains d'adultes. Des adultes dangereux, pas des enfants. Enfin, en fait, ça qui m'agace aussi un petit peu, c'est cette infantilisation qu'on a souvent vis-à-vis des puissants du monde, tu vois. C'est-à-dire que Donald Trump, c'est un papy. Et puis après tout, les gens qui font de la tech, là, les petits geeks fans du Seigneur des Anneaux, c'est des enfants. Non, le Seigneur des Anneaux, c'est vieux. C'est les vieux qui ont grandi avec le Seigneur des Anneaux. Faut s'en remettre. Putain, bref. Palantir, c'est en effet une référence au Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais alors, je me souviens un peu de ma lecture de Tolkien. Dans le roman, le Palantir, c'est plutôt une façon de montrer de la technologie qui peut tomber dans les mains du mal, de Sauron. Oui, et Tolkien qui était extrêmement anti-technologie, justement. Genre Tolkien, c'était justement son aspect un peu facho à Tolkien, c'était justement son anti-modernisme. Et bon, bref, je vais pas refaire un truc sur Tolkien, mais bref, on s'en fiche. En tout cas, selon Karp et Thiel, donc effectivement, les palantirs, c'est vraiment ce qu'on appelle les pierres de vision ou de clairvoyance qui sont utilisées donc, pour voir à distance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça traduit aussi une certaine vision du monde qui est assez manichéique, vraiment l'affrontement entre le bien et le mal, sachant que ces références vont aussi au-delà du nom même de l'entreprise, avec par exemple les différents bureaux de l'entreprise qui sont nommés en fonction donc, de lieu du Seigneur des Anneaux, les employés qui peuvent se référer vis-à-vis d'eux-mêmes comme des hobbits, et leur slogan interne, c'est il faut donc défendre la comté, donc la comté justement de ces hobbits. Et la comté, ça peut être à la fois l'entreprise, ça peut être à la fois les États-Unis, et ça peut être aussi à la fois l'Occident de manière générale. La comté, on le rappelle, c'est le pays de cocagne, c'est les prairies vertes étendues jusqu'à l'infini qui font rêver. Oui, c'est l'idéal fasciste arien de la jolie prairie, de nos jolis paysages. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des putains de nazis. Les références geeks comme les étages et les factions de l'école 42. Mais oui, mais surtout qu'en fait, on peut rire que c'est Tolkien, et pour nous, Tolkien, c'est la culture pop, et c'est un truc de geeks puants qui font des conventions cheloues, où ils font du roleplay en se faisant des cosplays, etc. Mais enfin, la vérité, des entrepreneurs de l'époque, ils faisaient des références à Wagner, ou ils faisaient des références à je sais pas quoi, tu vois. Genre, en vrai, il y a toujours eu des références à la culture populaire dans l'imaginaire complètement mégalo de ce genre d'individu, quoi. Bref. Tolkien était-il fasciste? Non, Tolkien, c'était pas un fasciste, c'était un anti-moderne. Et il faut le remettre dans le contexte, quoi. Après, c'était un bon gros raciste, bien conservateur, old school, etc. Mais c'était dans un clivage à l'époque qui était entre la tradition et la modernité.
et notamment sur la question de la technologie, oui, de la modernité technologique, et lui, il était anti-moderne, anti-technologie, etc. En gros, il a fait les tranchées, il a vu les ravages de la guerre industrielle, et du coup, il s'est mis en opposition à ça. Oui, globalement. Et mais comme beaucoup, mais comme toute une génération de gens, de droite comme de gauche, étaient matrixés par ça, tu vois, genre. Que des responsables politiques se sont saisis du dossier. Est-ce que, j'allais dire, même dans l'opinion publique, on mesure un peu plus, contrairement à l'Europe, est-ce qu'on mesure un peu plus ce que le danger de Palantir représente? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu non seulement des sénateurs américains qui ont pu justement donc envoyer des lettres, et notamment des sénateurs démocrates, mais il y a eu aussi en fait l'opposition, donc notamment d'anciens employés, parce que c'est vrai que les employés en poste ont, on va dire, un petit peu plus de mal à prendre la parole, notamment par exemple par rapport à d'autres entreprises, comme dans le cas de Google. Mais on a aussi, on va dire, des mobilisations d'associations. Oui, bon, les sénateurs démocrates qui ont beau jeu de dénoncer le complexe militaro-industriel parce qu'eux-mêmes l'ont beaucoup nourri et que... Donc voilà, donc ça nous fait un petit peu un tour d'horizon de ce fameux Palantir. Alors moi je suis un peu frustré parce que ça a pas assez parlé d'à quel point Peter Thiel est un fou. Ils ont beaucoup réduit Peter Thiel, Alex Karp à c'est des nationalistes. Bon, moi j'ai ajouté les petits trucs de c'est pas que des nationalistes, c'est des suprémacistes blancs. Peter Thiel, l'apartheid, c'est une belle histoire d'amour, on va dire. En termes d'eugénisme aussi, Peter Thiel a un projet eugéniste assez assumé, mais comme beaucoup, je veux dire, comment il s'appelle, l'autre fou là, Epstein aussi était un immense eugéniste qui avait un projet de faire une ferme à gosses pour diffuser son ADN absolument partout, etc. Enfin bref, c'est totalement là-dedans. Et encore, c'est les trucs dont parle Norman Ajari, notamment, je vous renvoie à son article sur Lundi Matin sur les lumières, le Dark Enlightenment, les lumières obscures, les lumières sombres, et tout le fantasme techno-féodal, techno-fasciste, etc. qu'il y a derrière tout ça, de supplanter l'État. Bon, du coup, je l'ai rajouté parce que je trouve que ça manque un petit peu à la vidéo, et ça manque un petit peu à l'analyse qu'on a, tu vois, c'est beaucoup resté à « Ah ouais, il fait des références à Tolkien », et encore une fois, c'est un peu la frustration de... Ça nous les dépeint un peu comme des geeks un peu nationalistes bizarres qui ont un peu trop de pouvoir, mais quand on sort, je trouve, de cette émission, on a du mal à percevoir aussi tout le soubassement idéologique qui n'est pas anodin, en fait. Encore une fois, je vous conseille, du coup, les articles du Monde diplomatique qui en parlent, l'article de Norman Ajari aussi qui revient un petit peu là-dessus, sur leurs différents projets, et des émissions comme celle de Behind the Bastards consacrées à Peter Thiel, qui vont un petit peu plus dans ces délires mystiques sur l'antéchrist, dans toute sa vision de la société, dans toute sa vision de qu'est-ce qu'il faut faire du monde et comment est-ce qu'il faut le subjuguer, etc., etc. Enfin voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.